Il est 19 h, bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Des feux de forêt se sont déclarés la nuit d'hier dans plusieurs régions du centre du pays. Une vaste mobilisation a été engagée dès l'aube. Les autorités ont annoncé des incendies maîtrisés, un dispositif toujours sur place pour prévenir toute reprise. Un nouvel appareil qu'Air Algérie a ajouté à sa flotte, un Airbus 330-900 Neo du nom de novembre 54. Une acquisition qui marque la volonté du pays de renforcer sa présence sur les lignes internationales. Et puis ces déclarations choc faites lors de l'émission Le Déshonneur qui vous sera diffusée ce soir et qui revient sur une sombre page de notre histoire, le 17 octobre 1961. Des extraits exclusifs dans quelques instants. Nous parlerons par la suite du Maroc qui traverse une crise sans précédent. La colère monte et les promesses du régime restent non tenues. Pour beaucoup, il s'agit de droits fondamentaux à vivre dignement. Nous reviendrons par la suite au pays, notamment avec le semi-marathon qu'Alger a abrité ce matin. Plus de 6000 coureurs y ont pris part. Une belle ambiance portée par tout un public et des athlètes algériens et étrangers. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On fait d'abord le point sur les feux de forêt qui se sont déclenchés dans la nuit d'hier à Tipaza. Des incendies attisés par des vents violents qui ont nécessité une mobilisation massive dès les premières heures. Unités au sol, colonnes mobiles, moyens aériens et équipes de secours venus en renfort des wilayas voisines. Malgré des conditions d'intervention très difficiles, les opérations se sont enchaînées toute la journée. Ce soir, les autorités annoncent que les feux sont maîtrisés et que le dispositif reste déployé pour éviter toute reprise des flammes. Le point avec Yanis Elbrassem. Dès les premières heures du jour, soutenus par une unité de l'armée nationale populaire et sous la supervision des autorités locales, les éléments de la protection civile étaient déjà à pied d'œuvre et mobilisés pour prendre le contrôle des feux qui ravageaient depuis la veille les forêts de Tipaza. Le lendemain, un avion B200 s'est joint aux opérations pour maîtriser les flammes dans des conditions extrêmes avec des rafales de vent dépassant 60 km/h. Les forces aériennes ont mobilisé 2 avions BE-200 d'une capacité de 12 000 litres. Leur intervention a fortement appuyé les équipes au sol en réduisant l'intensité des flammes, permettant ainsi aux unités de la protection civile et aux agents des forêts de finaliser l'extinction des derniers foyers. La direction des forêts a engagé de vastes moyens, 9 colonnes mobiles, 8 véhicules d'intervention et près de 190 agents mobilisés. Ces moyens ont été soutenus par la protection civile, des collectivités locales, des entreprises publiques et des citoyens. L'État a mobilisé des moyens humains et matériels considérables. Une cellule de crise a coordonné les équipes locales et les renforts venus des wilayas voisines afin de protéger les zones urbaines et éviter la propagation des incendies. La situation était extrêmement difficile. Les vents venaient de toutes les directions, il n'y avait aucune voie pour intervenir aisément. Malgré cela, les équipes ont pu agir efficacement et heureusement, il n'y a eu aucune perte humaine. Les équipes de la protection civile sont venues immédiatement. Les Algériens étaient solidaires, comme toujours. L'incendie était menaçant, mais les autorités locales ont réagi au bon moment. Nous remercions la protection civile pour son intervention et les efforts colossaux qu'elle a consentis, ainsi que les membres de l'armée et des forces de sécurité. Ils ont agi au bon moment pour maîtriser les flammes qui menaçaient les habitations. Nous remercions les autorités publiques et les agents civils pour leur intervention rapide. Des renforts sont venus de Boumerdès, de Tizi Ouzou et d'autres régions. Nous remercions aussi la population et les communes voisines. Avec l'amélioration des conditions météorologiques, les équipes ont poursuivi l'extinction des foyers isolés, assurant le contrôle total de l'incendie et empêchant toute reprise des flammes.
Et pour suivre de près les opérations d'extinction de ces feux de forêt, le Premier ministre s'est rendu dans la nuit à Tipaza. Sifir Rieb s'est tout d'abord arrêté dans la commune de Hadjrat Nos, accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, du directeur général de la Protection civile, du Wali de Tipaza et des autorités locales, civiles et militaires. La délégation s'est par la suite dirigée vers la commune de Messelmoun sur les sites et zones touchées par les incendies. Le Premier ministre a également rendu visite aux familles évacuées par précaution et inspecté les conditions de leur prise en charge au niveau des infrastructures locales, donnant ainsi des instructions aux autorités locales pour réunir toutes les conditions nécessaires. Un nouvel élan pour le transport aérien. La compagnie Air Algérie vient d'ajouter à sa flotte un appareil de dernière génération, un Airbus 330-900 Neo du nom de Novembre 54, qui marque la volonté du pays de renforcer sa présence sur les lignes internationales. C'est en tout cas le premier appareil d'une série d'acquisitions qui doivent accompagner l'essor du trafic et répondre aux besoins d'un marché en pleine croissance. Samira Sefta. Baptisé Novembre 54, cet Airbus A330-900 Neo vient renforcer la flotte de la compagnie nationale Air Algérie. Une acquisition qui traduit l'engagement de l'État à développer le transport aérien national. C'est un moment qui souligne l'importance symbolique du processus de modernisation du transport aérien. Nous recevons le premier avion de type A330-900 Neo dans le cadre d'un programme d'acquisition de 8 appareils. Cette opération exprime l'ambition de l'entreprise et confirme sa volonté d'affirmer la présence de l'Algérie dans le secteur de l'aviation civile au niveau régional et international. D'une capacité de 308 sièges, l'appareil dont le premier vol commercial est prévu vers la ville canadienne de Montréal samedi représente la volonté de l'État de faire du transport aérien un levier stratégique et économique, ainsi qu'un moyen de connecter l'Algérie avec de nouvelles dessertes. La décision prise en juin 2023 d'acquérir cette nouvelle génération d'avions reflète une vision stratégique fondée sur la compréhension des besoins en connectivité mondiale et des perspectives de croissance future. Cet avion marque une avancée dans le processus de modernisation et confirme l'engagement de Air Algérie à poursuivre son développement et à renforcer sa compétitivité dans le secteur aérien. Une première phase du programme de renouvellement de la flotte aérienne destinée à élargir le réseau et à ouvrir de nouvelles lignes. Un message de gratitude est adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'attention particulière qu'il accorde à cette entreprise nationale qui est Air Algérie, ainsi que son soutien permanent visant à lui fournir les moyens nécessaires afin de répondre aux attentes du peuple algérien. Le plan d'action d'Air Algérie, qui s'étend jusqu'à l'année 2035, comprend d'autres opérations d'acquisition destinées à mieux répondre à la demande locale et internationale. Et puis cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui a pris son envol à l'autre bout du monde, de jeunes start-upers algériens sont aux États-Unis pour s'imprégner de méthodes, d'expertise et d'idées capables de transformer l'écosystème entrepreneurial national. Alors, des ateliers et formations pointues sont au programme et ça se passe dans la Silicon Valley. Amira Sefta toujours. Cœur mondial de l'innovation, la Silicon Valley est la destination de prédilection pour cette délégation algérienne de start-up, présente aux États-Unis d'Amérique pour mettre en avant ses idées et ses projets, mais aussi en quête d'expertise, de partenariat et d'un transfert de savoir-faire américain vers l'Algérie. Aujourd'hui, nous leur avons proposé une formation sur le pitching pour leur apprendre à présenter leurs projets à des investisseurs ou lors de compétitions internationales. Nous avons aussi animé un workshop sur la manière de rendre une présentation efficace, utile et complète en un minimum de temps pour convaincre les investisseurs. J'ai appris comment parler d'investissement et comment développer et faire grandir une start-up.
Les innovateurs algériens profitent de cette immersion pour découvrir l'écosystème entrepreneurial américain dans le numérique et l'intelligence artificielle. Une étape qui s'inscrit dans une vision visant à faire de l'Algérie un futur pôle régional. D'après ce que j'ai vu, ce sont des jeunes cultivés qui apprennent vite, avec un grand potentiel. Ils doivent simplement poursuivre leurs efforts. C'est une initiative exceptionnelle. Je ne pense pas qu'il existe ailleurs un programme qui emmène des ingénieurs ou des start-upers au cœur de l'écosystème mondial tout en leur offrant la possibilité d'échanger avec des experts. C'est une occasion précieuse de rencontrer des talents et des professionnels aux États-Unis qui nous aident à développer nos projets. Grâce à cette expérience, les innovateurs algériens gagneront en compétences et en vision globale pour contribuer au développement de l'écosystème des startups en Algérie, au service d'une économie moderne et compétitive. Ce soir, votre émission Le Déshonneur revient sur une sombre page de notre histoire, le 17 octobre 1961, où des centaines d'Algériens ont été tués, certains noyés dans la Seine à Paris, sous les coups de la police française. Un programme qui revient sur l'ampleur de ce drame et de ses résonances jusqu'à aujourd'hui. À travers des extraits exclusifs de l'émission, Emile Lebèche et ses invités dresseront le portrait de cette barbarie qui, comme le dévoile l'historien Gilles Manseron, n'a pas commencé ce jour-là, mais bien avant, notamment le mois de septembre, durant lequel des Algériens sont enlevés arbitrairement, séquestrés, tués. Des charniers ont même été découverts. Écoutons-le. Les premières constatations de Jean-Luc Einaudi qui a consulté le registre du cimetière. Et il y a de nombreux noms algériens sur ce registre à partir du mois de septembre 61. Parce qu'on parle tout le temps du 17 octobre, à juste titre. C'était le pic de la répression. Il y a eu 10 000 manifestants, il y a eu des arrestations en masse, et des envois en Algérie dans des camps qui ont été présentés comme des retours dans leur douar d'origine. Et ça, c'est un point qui reste à travailler, car l'évaluation du nombre des victimes reste à faire avec davantage de précision. En tout cas, ce registre, il contient des noms et des dates qui commence, surtout pour les noms algériens, à septembre 61. Et je demanderais pourquoi septembre 61 ? Qu'est-ce qui se passe pour que la répression contre l'immigration algérienne de la région parisienne s'accentue ? Un programme qui se penche aussi sur la responsabilité directe du gouvernement français dans les massacres du 17 octobre 1961. Ces crimes, longtemps attribués seulement au préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon, trouvent leur contexte et leur relais dans les décisions prises à plus haut niveau. C'est ce qui est évoqué en tout cas pour l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison, qui pointe du doigt la complicité de l'État français de l'époque. Pour lui, il est en effet établi que Maurice Papon a agi avant, pendant, puis après le 17 octobre, avec l'aval de ses supérieurs, le ministre de l'Intérieur et le chef de gouvernement. Tous deux résolus, quoi qu'il en coûte, à empêcher la marche pacifique des Algériens à Paris. En voici un extrait. D'avoir quelques précisions, il me semble en effet essentiel de rappeler que Maurice Papon, contrairement à une fable qui a été élaborée du côté de l'Élysée et par les conseillers d'Emmanuel Macron, Maurice Papon n'a évidemment, comme Gilles Manseron l'a rappelé, n'a pas agi seul. Il obéissait à la mise en œuvre d'une politique et c'est donc au-delà de la personne de Maurice Papon, l'État français qui est responsable. Relativement au général de Gaulle, rappelez tout de même qu'il a couvert le mensonge d'État qui est forgé juste après le 17 octobre 1961, tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y aurait fort peu de victimes, et d'autre part d'attribuer l'essentiel de ces victimes au FLN, qui aurait pris la responsabilité d'une part de tirer sur les forces de l'ordre, et d'autre part ces victimes seraient imputables au FLN dans le cadre de règlement de compte avec le MNA, ce qui est relativement au 17 octobre 1961, avant et après, faux. Oui. Et en ce qui concerne les méthodes employées par Maurice Papon, au-delà du cas cité, les contemporains et les historiens et historiennes et les associations qui ont travaillé après sont parfaitement
conscient que les méthodes de guerre employées par Maurice Papon relèvent de l'importation en France métropolitaine des méthodes de la guerre contre-révolutionnaire employées en Algérie depuis le 1er novembre 1954. Et parmi ces méthodes de la guerre contre-révolutionnaire, il y a la torture, il y a la disparition forcée, dont il faut rappeler qu'elle est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Il y a les exécutions sommaires. Le Maroc traverse une profonde crise, des dettes qui s'accumulent et des services publics en détresse plongent les citoyens dans une précarité sans précédent. Certains doivent même financer eux-mêmes le carburant des ambulances. Partout, la colère monte, tandis que les promesses non tenues alimentent un sentiment d'injustice. Pour beaucoup, en tout cas, il s'agit de droits fondamentaux à vivre dignement. Fouzi Atej ainsi que Enis Abdelkassem. Partout dans le pays, les scènes douloureuses se répètent, devenant même le quotidien des Marocains. Des années de corruption, d'injustice, de promesses non tenues en finit par épuiser les Marocains et pousser beaucoup au bord de l'exaspération. Pourtant, au lieu d'un changement attendu, le régime du Marzen a continué sur la même voie, des décisions improvisées, une dette qui s'accumule et un poids financier qui retombe toujours sur les mêmes, les petites bourses. Les rapports internationaux l'affirment. Chaque citoyen porte désormais malgré lui une part de cette dette qui étouffe le pays et de laquelle leurs enfants hériteront. Et au fil de la crise, des situations inimaginables sont apparues, des citoyens forcés de payer le carburant de l'ambulance venu leur porter secours. Nous disons aux citoyens de faire le plein et que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de leur mettre à disposition le véhicule. Sans plus assurés, et face à cela, on ne propose pas de solution réelle, seulement des promesses de plus et des explications qui ne convainquent personne. Un seul mot résonne, ça suffit. Des voix qui réclament dignité, justice et simplement le droit de vivre correctement. Pour beaucoup aujourd'hui, le pays traverse une véritable crise de confiance, des institutions qui peinent, une rue qui s'exprime et entre les deux, un pays qui peine à trouver son salut. Et puis cette autre lutte qui se poursuit au Sahara occidental, nous revenons ce soir sur le 12 mai 1975, lorsque les Sahraouis affirmaient leur droit à l'autodétermination devant une mission des Nations Unies, donnant naissance à une mobilisation qui se poursuit toujours des décennies plus tard. Aujourd'hui encore, cette résistance se lie dans les engagements et le courage de figures emblématiques, porteuses de la voix de tout un peuple. Enis Abdelkassem. L'autodétermination, un droit que le peuple sahraoui n'a jamais cessé de revendiquer, en témoignent ces images d'archives datant du 12 mai 1975, où l'on voit une foule immense scandant des slogans en faveur de la libération de ces territoires, à l'endroit de la commission onusienne chargée de la décolonisation. La population avait alors exprimé sa détermination à poursuivre son combat, aussi bien politique que militaire, et de s'opposer à toute tentative de contrôle du territoire sahraoui. C'est notre pays, nous le libérerons et pour cela nous sacrifierons notre vie jusqu'au dernier citoyen sahraoui. Ce témoignage vieux de plusieurs décennies résonne encore aujourd'hui, porté par des Sahraouis déterminés plus que jamais à se débarrasser du joug colonial. Le temps n'a pas eu raison de la détermination du peuple sahraoui qui a vu émerger une kyrielle de figures emblématiques de lutte comme la militante Aminatou Haïdar, dont l'engagement constant lui a valu une reconnaissance internationale, faisant d'elle l'une des voix les plus médiatisées de la cause sahraoui. Il n'y a pas d'autre solution que celle de l'autodétermination de notre peuple et nous refusons toute autre alternative. Aujourd'hui encore, la mobilisation reste présente, elle s'exprime dans la société, s'ancre dans la mémoire collective et continue d'alimenter le débat autour de l'avenir du territoire du Sahara occidental, un dossier toujours suivi de près par les Nations Unies. Hier à Bruxelles, l'ambassade d'Algérie a commémoré le 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. L'occasion de se souvenir d'un passé glorieux, mais aussi pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Belgique.
La cérémonie a aussi mis en lumière les possibilités de développement économique et de partenariat entre les pays. Malika Ben-Awisha ainsi que Anis Chir. À Bruxelles, le 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération a été commémoré à l'ambassade d'Algérie, où une cérémonie réunissant d'importantes personnalités diplomatiques et des membres de la diaspora algérienne. Une occasion de célébrer l'histoire, mais aussi de renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre l'Algérie et les pays partenaires. Ce jour glorieux suscite une émotion forte, car derrière ce jour se trouve l'épopée d'un peuple qui a souffert des horreurs du colonialisme français. L'Algérie a toujours été un symbole fort de la résistance à l'oppression et de la solidarité avec ses frères arabes. Félicitations à l'Algérie avec la fête de la Révolution de la part d'un pays ami et partenaire, la Belgique. La rencontre n'était pas seulement un moment de commémoration du passé, mais aussi une fenêtre ouverte sur l'avenir. Les perspectives de coopération algéro-belge ont été présentées, ainsi que les opportunités d'investissement dans une nouvelle Algérie tournée vers un partenariat solide, l'adoption d'un modèle économique fondé sur l'innovation et l'attractivité du marché algérien. L'Algérie est un partenaire commercial important pour la Belgique et les relations des deux pays sont basées sur le respect mutuel. L'Algérie et le Japon sont deux pays amis très proches, unis par des liens solides et des relations économiques que nous espérons voir se consolider au regard des potentialités des deux pays. Nous essayons de travailler à une revivification des relations bilatérales, un peu dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine de l'énergie. La soirée a été ponctuée par un défilé des vêtements traditionnels algériens, illustrant la diversité culturelle du pays et la richesse de son histoire, plusieurs fois séculaire. Revenons chez nous en Algérie avec l'ouverture à Timimoun de la première édition du Festival international du court-métrage. Un événement qui rassemble cinéastes, invités africains et acteurs pour donner de la visibilité aux nouvelles voies du cinéma et renforcer les échanges artistiques. La programmation est assez riche avec de nombreuses projections et ateliers dédiés à la création, mais aussi pour le lancement de la compétition officielle. La couverture est signée Mounia Harbi. Après l'inauguration officielle en grande pompe du premier festival international du court-métrage de Timimoun, ouvert par la ministre de la Culture, Madame Malika Bendouda. أعلن من هذا المنبر عن الافتتاح الرسمي لمهرجان تيميمون للفيلم القصير في طبعته الأولى. Cette première journée de projection et de compétition s'annonce prometteuse avec 5 courts-métrages proposés dans la catégorie documentaire. Le Sénégal, invité d'honneur de ce festival, se démarque avec le film Bataille contre l'oubli du réalisateur plusieurs fois primé, Abdulaziz Bass. Un petit soulagement à travers les visages des fans. La Coupe du Monde, quand le Sénégal a fait un parcours incroyable en battant bien sûr la France en match d'ouverture pour une première participation, et le Sénégal a fait vivre toute l'Afrique. Et 3 mois plus tard, il y a eu ce drame qui a marqué tout le pays. Voilà. Et puisque le Sénégal est un peuple où on évite parfois d'aborder des sujets qui sont sensibles, et les gens n'en parlent plus, évitent le débat sur ce sujet, et la nouvelle génération ne connaît pas cette histoire. Et moi, je m'étais fait la promesse de faire un film sur ça après mes études de cinéma. C'est ça qui m'a poussé à faire ce film. Pour la compétition nationale, 5 autres films ont été proposés, dont El Braya de Mourad Guedouch et Inconnu, le premier court-métrage d'Ahmed Zitouni, qui endosse la casquette de réalisateur. On a tourné sur Alger. On a fait une semaine de tournage sur Alger. Le réalisateur, c'est Mourad Gueshoud, le fils de Aïda, la fameuse Aïda Gueshoud. Le film, il porte sur une histoire dramatique familiale. Voilà, je joue le mari de celle qui porte l'intrigue du film. Nous, les jeunes réalisateurs, on est là pour montrer nos premiers films. Par exemple, moi, je réalise mon premier film, donc je saute de l'acting à la réalisation. Donc c'est une nouvelle expérience, une super belle expérience. J'espère que ça va durer encore et je réalise d'autres films. Il est à préciser que près de 15 courts-métrages seront projetés tout au long de ce festival dans la catégorie compétition nationale.
À Béchar, une exposition met à l'honneur le savoir-faire de la région. Un rendez-vous qui montre à quel point cet artisanat reste vivant. On y découvre des pièces inspirées de l'identité locale, mais aussi des produits plus récents. Pour beaucoup d'artisans, c'est surtout une occasion de faire connaître leur travail, de défendre un patrimoine qui fait partie du quotidien des habitants. Djawida Bab Ahmed. La Chambre d'artisanat et des métiers de la wilaya de Béchar a organisé une exposition mettant à l'honneur la richesse et la diversité du savoir-faire artisanal local. من خلال سياحة المعارض نسعى إلى إبراز المنتجات التقليدية التي تشتهر بها ولاية بشار خاصة وأنه فيه عديد المنتجات اللي معروفة. À travers ces événements, nous visons à exposer les produits artisanaux de la région de la Sawara. Surtout que cette région est très répandue par les dattes, donc on trouve des produits dérivés des dattes, des chefs-d'œuvre en sable, des tenues traditionnelles, des produits culinaires, des gâteaux, ainsi que des œuvres d'art spécifiques à la région. C'est une manière à nous d'accompagner l'artisan et valoriser sa présence dans le marché du travail. Produits cosmétiques naturels, création de couturières talentueuses, objets décoratifs et pièces artisanales uniques. Autant de réalisations qui témoignent de la créativité et de la passion des artisans de la région. El Qchabiya est omniprésente. Depuis 2007, j'essaye de fabriquer El Qchabiya au crochet. J'ai rajouté quelques touches modernes à l'ancienne. C'est en cachemire, c'est la vedette de mes produits. Elle est très demandée par les clients, même à Tizi Ouzou. Merci à vous les médias pour votre encouragement. نقوم بصناعة مواد طبيعية منها صابون طبيعي يستخلص من زيوت طبيعية. Mes produits sont à base de matières naturelles. On fait du savon, extrait d'huile essentielle. Nous avons un savon à base de noyaux de dattes, de lait de chèvre. هذا الصابون يفيد للتجاعيد ومرطب للبشرة. صابون حليب الماعز يستخلص من حليب الماعز. راني محافظة على التراث. À travers mon travail, je préserve le patrimoine artisanal de la région. Et ce, depuis 1975. Je participe aux divers salons locaux et nationaux. Cet événement vise à valoriser les métiers de l'artisanat, à encourager l'esprit entrepreneurial et à faire découvrir au public l'importance de préserver ce patrimoine culturel et économique. C'est une occasion pour nous de soutenir les nouvelles initiatives et les idées des artisans. Surtout que notre région est très riche en matière d'artisanat. Espérons les voir en tant que projet réel. Une belle vitrine du talent local et de la fierté artisanale. Du sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de handball qui aura lieu du 21 au 31 janvier prochain au Rwanda. Le tirage au sort de cette 27e édition effectuée à Kigali a placé l'Algérie dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, à savoir donc le Rwanda, et du Nigeria et de la Zambie. Les finalistes de la dernière édition héritent d'un groupe à leur portée qui pourrait bien leur ouvrir les portes du second tour. Écoutons la déclaration du sélectionneur national qui revient sur ce tirage au sort. La poule, elle est facile. Bon, à part le Nigeria qui a un niveau meilleur que celui de la Rwanda ou bien de la Zambie. L'essentiel, nous, on doit respecter les adversaires. Et parce que le premier tour, c'est vrai que c'est un peu facile. Le deuxième tour, ça sera un peu le plus difficile. Je pense qu'on va se qualifier avec le Nigeria pour rencontrer l'Égypte et l'Angola. L'Égypte, c'est une équipe très connue, c'est une équipe pratiquement mondiale. L'Angola aussi, ils ont beaucoup progressé, ils viennent de battre le Cap-Vert, ça veut dire que c'est une équipe à respecter. L'essentiel, il faut bien se préparer à cette compétition. Et pour ce qui est de la préparation pour la Coupe arabe des Nations qui aura lieu du 1er au 18 décembre prochain au Qatar, la sélection A' s'est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 3-2. Les deux réalisations algériennes ont été l'œuvre de Boulbina et d'El Roul. Les protégés de Bouguera disputeront un second match test face à l'Égypte lundi prochain au même stade du Caire.
Ce matin, Alger s'est réveillé au rythme défoulé. Des milliers de coureurs, plus de 6000, ont pris le départ d'un semi-marathon qui était, il faut le dire, un véritable rendez-vous populaire. Une course où on l'a bien vu, le dépassement de soi, une belle ambiance portée par tout un public. Pour ce qui est des coureurs, ceux venus de l'étranger ont brillé, les Algériens aussi, de par leur résistance et ténacité. Et au final, c'est toute la capitale qui s'est transformée en une grande fête sportive. Maïssa Bouhla pour la couverture. Pas moins de 6000 coureurs d'ici et d'ailleurs se sont donné rendez-vous dès les premières heures du matin à Bab El Oued, point de départ du semi-marathon international d'Alger. C'est un record, à peu près 6000 participants. Je suis contente d'être ici et très fière. Il y a l'élite mondiale, il y a l'élite nationale, il y a aussi la participation du citoyen. Notre devise a toujours été que le citoyen soit acteur et non spectateur. C'est la première fois que je fais un marathon officiel, donc j'ai choisi de faire ici à Alger. C'est très bien, l'organisation, la population algérienne, c'est très chaleureuse. Je viens d'Oran pour faire le semi-marathon d'Alger. Je souhaite que tous les participants prennent beaucoup de plaisir. Et du plaisir, les participants en ont pris lors de cette course, dominée par les Kenyans, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Je suis heureux d'être ici en Algérie pour participer à ce marathon et je suis encore plus heureux de l'avoir gagné. Je remercie l'Algérie pour ce semi-marathon auquel j'ai participé avec beaucoup de joie et c'est une fierté de l'avoir remporté haut la main. Les Algériens eux aussi n'ont pas démérité puisque Boutara Bilal a parcouru 10 km en 35 minutes. Il y avait un bel esprit de compétition, notamment avec la présence des étrangers. L'athlète algérienne Dihia Nasri a elle aussi franchi la ligne d'arrivée parmi les premiers. Je suis hyper comblée, je suis très contente. Il y a énormément de coureurs qui viennent un peu partout et on a besoin de ce genre d'événement pour réanimer Alger. L'épreuve a été scindée en deux parcours, un de 10 km destiné aux amateurs et un semi-marathon de 21 km pour les coureurs confirmés. Pas de quoi faire peur aux doyens de cette compétition. Je suis heureux et je dirais aux jeunes, venez faire du sport, participer. Une ambiance à la fois sportive et festive a marqué cette nouvelle édition qui a enregistré une importante participation féminine. Il y a une belle participation, que ce soit jeune, moins jeune ou même féminine. J'ai déjà fait deux demi-marathons. Et alors, je viens voir surtout des femmes en train de courir. L'idée, c'est de ramener un peu de joie, de bonheur, de santé, du dépassement de soi. Deux champions olympiques étaient présents à cet événement pour un généreux moment de partage. C'était magnifique d'être aussi à la présence de M. le ministre Loueli. Ça prouve que l'État est toujours derrière le sport. Et le sport, c'est la paix. J'aimerais que pour la prochaine édition, le nombre des participants dépasse les 10 000 et que le départ soit donné des 58 villages. 10 000 participants pour la prochaine édition, un pari ambitieux pour cet événement sportif qui a rassemblé coureurs et spectateurs dans un moment de pure beauté, et ce jusqu'au point d'arriver au niveau du siège de la wilaya d'Alger. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. Je vous rappelle justement que vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de votre émission Le Déshonneur ce soir sur Canal Algérie après le journal de 20h. Au cours de cette émission dédiée à une sombre page de notre histoire, le 17 octobre 1961, vous pourrez découvrir des déclarations au choc faites entre autres par les historiens Gilles Manseron et Olivier Lecourt Grand Maison. À demain à 19h.